Et pour parler de cette hausse des taux en zone euro et de ses conséquences sur l'économie et les marchés financiers, j'accueille en plateau Alexandre Baradez. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable des analyses marchés chez IG France. Alors, contrairement à ce qui se passe d'habitude sur les marchés financiers, quand une banque centrale, et en l'occurrence la BCE, augmente ses taux d'intérêt, on n'a pas vu l'euro grimper face au dollar, on l'a vu baisser. On n'a pas vu les marchés clôturés dans le rouge jeudi, baisser vendredi. Au contraire, on les a vus plutôt optimistes. Est-ce que pour les marchés, cette hausse des taux est la dernière et est-ce qu'ils anticipent déjà des baisses de taux en 2024 ? Vous avez déjà donné une partie de la réponse, c'est que la réaction des marchés, notamment des marchés actions, positive hier, vient de ça, vient du fait que déjà dans le communiqué de la Banque Centrale Européenne, ce qui n'était pas le cas dans le communiqué précédent, il est indiqué que les niveaux déjà atteints par les taux, donc déjà une notion d'atteinte et le choix du verbe et du temps de ce verbe est important, le niveau que les taux ont atteint est désormais jugé suffisamment restrictif pour que, maintenu sur une durée suffisamment longue, ils parviennent à faire converger l'inflation vers l'objectif. Et donc, ça semble très clairement ce qu'on appelle le taux terminal, le pic sur les taux. Il y a 3 taux principaux. Et c'est ça que les marchés ont apprécié parce qu'il y a une inflation en zone euro qui est plus importante qu'aux États-Unis. L'inflation en zone euro, c'est 5,3% à la fois sur l'inflation globale et l'inflation au cœur. Alors, donc, c'est l'inflation hors alimentation et hors énergie. Alors qu'aux États-Unis, on est désormais à 4,3% sur l'inflation hors alimentation et hors énergie. Donc, la crainte, c'était que la BCE procède encore à une, voire 2 hausses de taux. Une crainte qu'on ne partageait pas nous, mais qui pourrait être une crainte parce que le mandat, pour l'instant, n'est pas rempli. On rappelle, le mandat, c'est 2%. À 5,3%, vous n'êtes pas dans le mandat. Mais on voit bien que la Banque Centrale Européenne, sans forcément le dire, mais en ajustant ses anticipations de croissance, et peut-être aussi par rapport à l'état de santé de l'Allemagne en ce moment, a aussi lorgné un petit peu du côté de l'économie européenne. On a vu des indices d'activité qui ont beaucoup décroché en Allemagne d'un mois à l'autre, notamment dans les services par exemple. On sait qu'en Allemagne et dans plein de pays européens, c'est la partie manufacturière qui était déjà contractée, donc là-dessus, il n'y a pas trop à regarder. Mais c'est la partie service qui, elle, est inflationniste, comme aux États-Unis. Et c'est ça le cœur de bataille des banques centrales de part et d'autre de l'Atlantique, c'est la partie des services. Et comme on a vu que ces indices d'activité dans les services, des indicateurs avancés, donc qui sont censés prévoir un petit peu la suite, commençaient à entrer en zone de contraction en Allemagne, je pense que la quasi-pause qui a été actée, même si Christine Lagarde s'en a défendu, le choix des mots a quand même été important. Et de concert aujourd'hui, ce matin, plusieurs membres de la BCE ont embrayé dans ce sens-là, laissant penser qu'effectivement, il y a une bonne probabilité que ce soit la dernière hausse du cycle. Peut-être Aurore Lalucq la dernière hausse des cycles, mais on ne sait pas ce qui nous attend cet hiver. Les prix du gaz, de l'énergie vont-ils grimper si on a un hiver trop rude, si on n'arrive pas à se fournir en énergie? Est-ce qu'il y a cette instabilité qui persiste parce qu'on ne sait pas vers quelle inflation on se dirige, on ne sait pas ce qui nous attend? Alors pour l'instant, on ne partira pas dans le même état cet hiver que l'hiver précédent, c'est-à-dire que les cuves en gros sont plutôt pleines pour le dire clairement. Premier point. Deuxième point, la Banque Centrale Européenne est dans une situation très difficile, comme toujours, parce qu'elle doit tout faire, politique monétaire, pallier le fait qu'on n'ait pas de budget, stabilité financière, et faire en sorte qu'on n'ait pas les spreads qui explosent. Donc juste pour rappel, spread, écart de taux entre les pays avec l'Allemagne qui est la référence. Exactement, qu'on n'ait pas une crise des dettes souveraines. Ensuite, cette inflation, elle est due en premier, il faut le rappeler, par c'est de l'inflation importée, prix de l'énergie. Un taux d'intérêt ne peut rien faire là-dessus. Ensuite, Banque Centrale Européenne nous dit que 2 tiers de l'inflation vient des super profits. Un taux d'intérêt ne peut rien faire là-dessus. La Banque Centrale Européenne se cale plutôt en fait sur ce qui se passe aux États-Unis. On avait prévenu que l'IRS, il crée un peu d'inflation et de surchauffe. Les taux d'intérêt suivraient côté européen. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, le problème, c'est que on est en train de subir aussi d'un point de vue de la stabilité financière, la hausse des taux, et je trouve que c'est là où ça devient inquiétant. On a une petite contraction de la demande, effectivement, la croissance se tasse un peu, moins de rentrées pour les États. En plus, un État français qui a emprunté de manière, disons, exotique, ce qui fait que l'État ne pourra pas forcément jouer son rôle contracyclique en cas de problème. Et par ailleurs, augmentation des défaillances d'entreprises. Les grosses entreprises qui s'étaient beaucoup endettées pendant les moments de taux bas, certaines qui ont des fondamentaux pas très solides commencent à tanguer, Casino, Altis, etc. Du côté des PME, on paye le prix fort des taux d'intérêt. Donc on a une augmentation des faillites d'entreprises. Alors certes, on revient au niveau d'avant Covid, mais n'empêche que ça impacte les banques. Les banques qui sont fragilisées parce que la hausse des taux, ça dégrade leur bilan. Donc on est dans une situation, à mon avis, quand même assez tendue du point de vue de la stabilité financière, et c'est vraiment à surveiller, à mon avis. Christian Saint-Etienne, on souffre aussi, comme le disait Aurore Lalucq, du fait que la Banque Centrale Européenne doit tout faire, de l'absence d'un budget au niveau européen, le
cette hausse des taux, au final, elle a un impact plus important qu'aux États-Unis sur l'économie? Alors, il faut faire un petit retour en arrière. La Banque centrale, de mon point de vue, a trop tardé à remonter les taux. Par rapport aux États-Unis? Par rapport aux États-Unis, mais par rapport à la situation économique, après avoir trop tardé, elle les a augmentés extrêmement brutalement, sans que les agents économiques aient réellement pu l'anticiper, avec des conséquences extrêmement sévères. Donc, la question, effectivement, c'est... aux États-Unis, on anticipe déjà 2 à 3 baisses des taux éventuellement en 2024. En Europe, il ne faut pas qu'on soit trop en retard en 2024 dans la baisse. Alors effectivement, c'était déjà important qu'on annonce que c'était le pic, sous réserve que ce le soit vraiment. Mais il faudra que la Banque centrale soit extrêmement vigilante sur ce point, sachant qu'il y a un autre débat absolument clé, qui est l'optimum. Alors, l'optimum a été défini en 1998, quand on a créé la BCE, juste avant l'entrée dans l'euro au 1er janvier 1999. C'est la Banque centrale qui a auto-défini la stabilité des prix comme une hausse de 2% par an. Il faut revoir cet objectif. Alors, il y a eu un débat récurrent depuis 10 ans sur le fait de savoir si finalement ça pourrait aussi être 3%. Personnellement, je défends une bande de fluctuation qui est, depuis plusieurs années d'ailleurs, qui est qu'on pourrait avoir une fluctuation sur un objectif de 2%, mais avec plus ou moins un point de pourcentage, c'est-à-dire entre 1 et 3. De fait, d'ailleurs, la Banque centrale n'a pas été si gênée que ça pendant la longue période où on a eu une inflation à 1%. Donc, pourquoi devenir hystérique si elle tombe en dessous de 3 ? Alors, comme tout le monde, quand on est au-dessus de 3, ça risque d'entraîner des mécaniques qu'on ne contrôle plus. Mais franchement, si on revenait à 2,5, il n'y a aucune raison de conduire une politique monétaire beaucoup trop stricte, parce qu'on parle de la hausse des taux, mais on ne parle pas de la réduction de la liquidité qui est en cours et qui est extrêmement rapide. Alexandre Baradès voulait réagir, et puis aussi beaucoup de conséquences de cette remontée rapide des taux. Oui, alors il faut quand même voir que la vigueur d'intervention de la Banque centrale européenne depuis quelques mois, donc c'est 10 hausses consécutives, c'est un record à une telle vitesse, et côté États-Unis c'est pareil, ça vient aussi après une expansion du bilan, c'est-à-dire que les mesures prises par la BCE se mesurent via la taille de son bilan. Le bilan a grossi 3500 milliards à peu près. Il a donc quasiment doublé, mais presque doublé en l'espace de quelques mois, simplement quelques trimestres. Donc il faut bien se rendre compte que la puissance d'intervention de la BCE à l'époque, comme celle de la Fed, c'était face à une menace nouvelle, carrément systémique, le Covid, et dont on ne connaissait pas on ne savait pas les conséquences, si vous voulez. Donc cette réaction a été d'une violence extrême en termes d'assouplissement monétaire, des taux de dépôt à moins 0,75%. Et les banques parlaient de l'argent quand elles déposaient au guichet de la BCE, c'est quand même des mesures assez exceptionnelles. Et finalement, on retrouve, regardez aujourd'hui le taux 10 ans de la France ou le taux 10 ans de l'Allemagne, c'est des niveaux qu'on avait vus la dernière fois en 2011-2012. Donc, c'est pas non plus l'âge de pierre. Et c'est un retour à des niveaux de taux en zone euro qui sont plus normaux. La normalité en zone euro. C'est la normalisation qui s'est Voilà, c'est la normalisation. La normalité, c'était les taux négatifs et les taux zéro. Mais en revanche, je suis d'accord sur le fait que désormais, et c'est ça tout l'exercice et la finesse de doigté des banques centrales désormais, c'est de bien voir le croisement des courbes. Si vous voulez, il y a l'inertie de toute la politique qui est déjà embarquée et qui va encore produire ses effets. La Fed estimait que c'était 2 à 3 trimestres à peu près de décalage entre le moment où vous faites les hausses et où elles produisent pleinement leurs effets. Donc toutes les hausses faites encore récemment vont encore produire leurs effets au moment où l'économie européenne ralentit. Et le pari de la BCE, il est probablement là, c'est de considérer que le ralentissement économique, le ralentissement de la demande surtout, c'est la consommation qui a été forte aussi, dans les services notamment, que le ralentissement économique fera le job, quitte à peut-être passer, parce qu'on a vu un peu en Allemagne, une petite phase de contraction économique, le tout étant de ne pas replonger en récession forte, parce que là, vous seriez obligé de refaire des stimuli fiscaux et monétaires, ce que personne n'a envie de faire. Et ces stimuli, on n'a plus les moyens, comme vous le disiez, de les faire, avec des taux d'intérêt qui remontent, des États qui aujourd'hui, s'ils veulent soutenir l'économie, doivent payer beaucoup plus cher. Oui, et c'est d'ailleurs pour ça que quand on a eu plusieurs débats, vous imaginez bien avec Christine Lagarde au Parlement européen, elle insistait beaucoup sur la nécessité d'avoir une politique budgétaire, et donc aussi, in fine, d'avoir une fiscalité. Voilà, c'est un débat qui est revenu aussi à ce moment-là, en disant, écoutez, les amis, la Banque centrale européenne ne pourra pas tout faire. Il va falloir qu'on ait un soutien des États membres pour avoir, soit pour aider, en fait, les gens, tout simplement, soit pour pouvoir baisser aussi les prix. Et dans ce cas-là, je pense que c'était aussi une adresse à certains gouvernements en disant...
mettez la pression sur certaines entreprises qui font beaucoup trop de marge. On a ce cas en France. Les prix réglementés de l'électricité. Donc la question de la aidants, taxation des super profits, est-ce que c'est une question qui se pose, Christian Saint-Etienne? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a les taux qui remontent, il y a les États qui doivent payer de plus en plus cher, qui ont moins de marge de manœuvre pour aider les ménages, soutenir l'économie. Est-ce qu'il faut penser à de nouvelles rentrées fiscales, à une baisse des dépenses? Comment trouver cet équilibre? Taxer les super profits, réduire les dépenses? Compte tenu de tout ce qu'on vient de dire, là, ce n'est pas le moment de surtaxer les banques, parce qu'il ne faut pas oublier que structurellement, on n'est pas dans la même situation que les États-Unis. Pour faire simple, aux États-Unis, les entreprises se financent à hauteur d'un tiers auprès des banques. En Europe, c'est plus des 2 tiers. Donc si on affaiblit les banques, on met en l'air toutes les PME, les ETI, même une partie des grandes entreprises. Donc, dans ce moment critique, la question centrale, c'est plutôt si on doit peser. Je ne conseillerais pas de passer par le réglementaire, mais plutôt par l'influence des États pour pousser les banques qui en ont les moyens, et les banques françaises sont plutôt très très bien gérées. On n'aime pas en France la finance, mais il se trouve que c'est un de nos avantages comparatifs. Et elles ont déjà fait beaucoup. On a la BPI, mais je pense que les banques commerciales pourraient faire davantage pour investir en fonds propres dans les entreprises, dans un moment où, comme on a donc financer l'économie, des banques qui financent l'économie. Oui, mais c'est un moment très particulier, puisque c'est une révolution structurelle, c'est une transformation du système économique. Et si les banques investissent de manière intelligente, il faut se souvenir que dans toutes les grandes transitions du passé, dans les années 1870-1880, quand on aborde la deuxième révolution, ou dans les années 50, 60, 70, en Allemagne, ils continuent de le faire. C'est pas une spécificité française. C'est que les banques peuvent agir en fonds propres pour faciliter la croissance des entreprises. Et puisqu'on parle des banques aussi. Et il y avait le circuit du Trésor. Puisqu'on parle des banques, et avant de terminer cette émission, on va revenir très vite sur ce qui s'est passé il y a 15 ans. Vous vous souvenez sans doute de ce qui s'est passé le 15 septembre 2008. La banque d'affaires américaine Lehman Brothers faisait faillite, laissant une ardoise de 691 milliards de dollars, plus de 25 000 salariés sans emploi. Cet événement a aussi été le point de départ de la plus grande crise financière en près d'un siècle. Il a également entraîné une profonde transformation du paysage bancaire avec un durcissement des normes à la clé. Alexandre Baradez, est-ce que les leçons ont été tirées? Est-ce qu'aujourd'hui, le système bancaire est plus sain? Alors, leçon tirée, si on regarde par exemple, on compare l'immobilier, malgré la phase d'euphorie qu'il y a eu aux États-Unis post-Covid, où les prix ont flambé et où le nombre de transactions a été multiplié, on est très très loin des excès qui avaient amené à la crise des subprimes. Justement, vous regardez le nombre de permis de construire, mise en chantier, vente de logements neufs, anciens. On n'a jamais retrouvé ces niveaux-là, et tant mieux, ce qui était des niveaux effectivement absolument stratosphériques à l'époque. Et pour faire simple à l'époque, c'est que les banques avaient pris des risques, les ratings, les notes de leurs clients n'étaient pas bien faites, les ratios prudentiels étaient trop faibles. On a assaini tout ça. Donc il y a eu ce qu'on appelle le Dodd-Frank Act après la crise des subprimes, donc c'était fait en 2010, qui était plus de 240 règlements qui ont été sortis d'un coup, qui visaient à protéger le consommateur, visaient à protéger, à séparer certaines activités bancaires, à élargir la supervision aussi. Par exemple, on a élargi la supervision plus seulement aux banques, mais aux institutions financières non bancaires, ce qu'on appelle un peu la finance de l'ombre aussi, et donc qui permet aussi d'avoir une vision beaucoup plus large des risques pris. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si on regarde, et je vais faire très court, le prochain risque, il pourrait, je ne pense pas venir des banques, justement, qui sont déjà bien régulées. Et on a vu qu'après le stress bancaire de mars, là, aux États-Unis, on a encore changé un petit peu la réglementation, où certaines banques étaient passées un peu sous les radars, ils reviennent. Ça pourrait plutôt venir de l'immobilier commercial, ça on en a beaucoup parlé, et aussi peut-être, effectivement, de toutes ces institutions financières non bancaires dont la taille a été démultipliée, qui jouent le rôle de financeurs, de capital risque, etc. Laluc, il y a toujours un risque bancaire Oui, parce que la réglementation qui devait être mise en place n'a pas été entièrement mise en place suite à la crise de 2008. Elle a été édulcorée, sous la pression de l'État français d'ailleurs. Elles seront mises en place vraiment en Europe d'ici à 2030. Aux États-Unis, ça a été détricoté par Trump à partir de 2016. Ensuite, la sphère financière a explosé. On est passé de 220 000 milliards, si ma mémoire est bonne, d'après Gisèle Coupé-Soubeyran, de dollars à 550 000. Donc ça explose. Ensuite,
ce qui s'est passé la dernière fois, ça s'est pas bien passé. Hein. C'est-à-dire que la dernière fois, vous parlez de mars aux États-Unis et Crédit Suisse. C'est seulement 0,5% des actifs mondiaux qui ont fait faillite. Il y a eu tout de suite une contagion. Entre les superviseurs, finalement, ça s'est pas bien parlé. Et puis ce qu'on avait dit surtout, c'est plus jamais ça. Plus jamais on viendra renflouer les banques. Les banques feront faillite toutes seules et tout ira bien. Ça s'est pas passé. J'ajoute une chose, la hausse des taux d'intérêt crée de toute façon des moins-values latentes obligataires. Et ça, c'est tout à fait déstabilisateur. Donc attention, je ne dis pas qu'il va y avoir une crise. Il faut rester prudent, Christian Saint-Etienne, ça se passe par le mot de la fin. Oui, il faut rester prudent et surtout, au niveau français, il y a un besoin de consolidation des finances publiques. C'est le pays qui est le plus en retard dans l'exercice de consolidation. On a un problème de dépenses publiques qu'on n'arrive pas à contrôler. Et ça peut avoir un impact sur les banques ? Oui, indirectement, puisque les banques sont les principaux financeurs de l'État dans tous les pays européens, puisqu'elles détiennent dans leur portefeuille obligataire beaucoup de dettes publiques. Donc il faut que les États apparaissent solvables. C'est un sujet clé sur le moyen terme. Bon, il n'y a pas de risque demain matin pour l'État français, mais sous réserve qu'on se donne l'objectif de réduire beaucoup plus significativement le déficit que ce que le gouvernement actuel envisage. Merci beaucoup, Christian Saint-Etienne. Merci, Alexandre Baradez. Et merci à vous, Aurore Laluc, d'avoir partagé avec nous vos analyses. Un grand merci également à l'équipe de la production en régie, ainsi qu'à Farah Bouchrak et Florence Gaillard pour leur aide précieuse à la préparation de cette émission. Au revoir.